face à la diversité. Je pourrais, en fonction, rentrer un peu plus dans le détail là-dessus si vous le souhaitez, mais avec tout un tas d'actions concrètes pour pouvoir travailler ensemble dans la diversité et accompagner au mieux cette diversité au sein de l'entreprise. Très bien, merci. Et peut-être Elisabeth, si jamais, comme vous êtes en plein dans la transition énergétique, j'imagine qu'il y a quand même un fort impact RSE. Oui, oui, on a de nombreux sujets. Alors, sur le volet environnemental, effectivement, comme je l'ai dit, on travaille énormément sur l'efficacité énergétique. L'idée étant, bien évidemment, au départ, de réduire les consommations énergétiques parce que l'énergie qu'on ne consomme pas, bien évidemment, ne pollue pas. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, c'est d'aller vraiment vers le verdissement de nos solutions par les énergies renouvelables, solaire photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, pompe à chaleur, éolien, terrestre, en mer. Et également les gaz verts qui sont notamment le biométhane et l'hydrogène, qui sont deux maillons très importants de la transition énergétique parce on doit, d'un point de vue énergétique, pouvoir fournir à la fois des systèmes gaziers et des systèmes électriques pour assurer, pour éviter, si on était en tout électrique, on a des risques de blackout, donc il faut pouvoir offrir un panel de solutions assez diversifiées. Et donc, on agit sur ces différentes technologies, on agit beaucoup à l'échelle territoriale, puisque les territoires sont parmi nos plus grands clients, et on essaie de produire finalement des solutions intégrées qui vont intégrer des solutions en termes de mobilité verte, des solutions au niveau des bâtiments, donc aller vers du bâtiment durable, et on essaie comme ça d'avoir des offres qui vont agir sur différents niveaux à l'échelle du territoire, de manière à avoir une action globale pour un impact positif sur l'environnement. Et sur le volet social et sociétal, sur l'environnement aussi, on a une fondation dont l'objectif est vraiment de travailler à l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, il y a encore des milliers et des millions de personnes dans le monde, et notamment en Afrique, qui n'ont pas accès à l'énergie. Et aujourd'hui, on développe des solutions robustes, transportables, qui fonctionnent en plein milieu du désert pour pouvoir, par exemple, livrer des kits photovoltaïques dans des villages en Afrique et permettre aux hommes et aux femmes du village de pouvoir améliorer finalement l'accès à l'énergie et puis globalement, en fait, leurs conditions de vie. Et sur le volet social et sociétal, aujourd'hui, Engie travaille énormément à la diversité et l'inclusion. Alors déjà, sous l'angle collaboratrice, aujourd'hui, on est 21% de femmes au sein d'Engie, 25% sont des managers, et on s'est fixé l'objectif ambitieux d'avoir 50% de femmes managers en 2030. Donc c'est l'objectif 50-50. Et aujourd'hui, l'ensemble du groupe travaille à la promotion et à l'évolution des femmes, au travers notamment de coaching, de mentoring, parce que très souvent, les femmes sont talentueuses, mais elles n'osent pas aller sur ce type de poste. Et donc, on les pousse aussi là-dessus. Et plus largement, la diversité et l'inclusion, c'est un volet qui est important. Au-delà du genre homme-femme, l'importance d'avoir une diversité culturelle, une diversité de pensée, de background, c'est extrêmement important. On est dans un monde complexe, avec des problèmes complexes à résoudre. Et moi, je suis totalement convaincue que plus on a des gens avec des cerveaux différents autour d'une table et qui pensent différemment, plus on arrivera à trouver des solutions innovantes pour résoudre ces problèmes complexes. Et aujourd'hui, le groupe travaille énormément à l'inclusion et à la diversité dans ses recrutements au sein du groupe. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec une question de Juliette qu'on a reçue et qui nous demande: faites-vous face à des situations de greenwashing dans vos métiers? Comment le repérer et l'éviter? Je vais prendre la main sur celle-ci. Je pense que le greenwashing, c'est réel, c'est beaucoup d'entreprises. Je pense que pour répondre à ça, c'est se poser la question de l'impact de chacune de nos actions. Et je pense que c'est valable aussi bien pour l'environnemental, pour tous les aspects de la RSE finalement. C'est si on en arrive à quel est l'impact des actions qu'on mène, c'est ça qui permet aussi de définir si c'est du greenwashing ou pas. Est-ce que finalement le fait de dire à tout le monde on est vert, on est écolo et on est géniaux, est-ce que finalement derrière
pour moi, s'il n'y a pas d'action concrète derrière et qu'on ne le met pas en place avec des actions qui parfois sont inconfortables, parce que la transition écologique, c'est inconfortable, parce que on a obtenu un certain confort par certaines choses qui sont pas forcément très écolo aujourd'hui, et que bien sûr que cette transition sera inconfortable. Donc c'est vraiment se poser la question de quel est l'impact de chacune des actions que je mets en place, et mesurer, parce que si on mesure pas, ça peut être très facilement que du vent. Après, je rebondis sur ce que tu disais, Marie-Sophie, sur la partie marketing. Aujourd'hui, on le sait, de la transition écologique, etc., c'est plus du tout une tendance, c'est un mode de vie, un mode de travail, de toute façon, sur lequel on ne pourra pas échapper. Et c'est normal si on veut préserver l'environnement dans lequel on vit. Là où, par contre, c'est notre responsabilité, c'est la manière dont on communique et être très très précis pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation, donc pas de publicité trompeuse, etc. C'est pour ça que dans nos communications et dans les échanges qu'on peut avoir avec nos clients, on fait très attention de sensibiliser par exemple nos business développeurs sur les mots qu'ils utilisent et surtout sur l'ambition, par exemple pour nous d'Ilti. Où est-ce qu'on veut arriver et comment justement nos objectifs arrivent en parallèle avec leurs objectifs également. Puisque toutes les entreprises, c'est clair, ont des objectifs qu'ils veulent atteindre en termes de green. Après, on y va de plus ou moins vite selon les personnes, mais je pense que c'est très important. Il y avait, tu parlais Marie-Sophie du zéro plastique, il y a également les cartons aussi. Chez Ilti, on avait l'habitude de prendre des énormes cartons alors qu'on pouvait mettre une toute petite batterie à l'intérieur. Là, pareil, il y a des efforts qui ont été faits. Pareil en termes de déplacement collaborateur aussi. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre l'avion parce que notre impact est beaucoup trop important. Donc, on privilégie à partir de 300 km l'aller-retour, pour être très précise, le train, une fois qu'on dépasse ça. Donc voilà, on essaye de tout penser pour avoir une meilleure responsabilité, enfin être plus responsable en tout cas. Et pour rebondir à nouveau, c'est aussi penser à des actions qui parfois sont assez simples, mais comme dans toute entreprise, on a un certain nombre de matériel, de polos, de t-shirts, de tout un tas de choses qu'on utilise dans le cadre de notre métier. C'est recycler aussi ces vêtements-là, recycler tout ce qu'on peut recycler pour pouvoir le réutiliser, avoir un nouveau souffle de vie et pas de nouveau racheter avec tout le cycle de pollution que cela veut dire. Donc ça va vraiment être aussi dans nos actions au quotidien. Ça va être avoir installé des actions toutes bêtes comme avoir installé des fontaines à eau et distribuer des gourdes. Alors ça peut paraître tout simple et tout bête, mais ça commence aussi par ça, pour sensibiliser nos collaborateurs par des actions simples jusqu'à des plus grandes, comme le zéro plastique, la taille de nos cartons, plus d'avions, tout ce genre de sujets. Donc c'est vraiment adresser la société à tout un tas de niveaux en acceptant que certaines choses iront plus vite que d'autres, mais en faisant des actions toujours concrètes. Oui, moi je partage ce qui a été dit. Je pense qu'on peut quand même aujourd'hui, on a des moyens très très simples de mesurer les actions concrètes des entreprises. Chez nous, par exemple, NJ, on a un rapport intégré où on va diffuser de façon tout à fait transparente le nombre de kilowattheures d'énergie renouvelable installée, le nombre de térawattheures de biométhane injectés dans nos réseaux en remplacement des produits fossiles. Donc, on a accès aujourd'hui en tant que consommateur à un certain nombre d'informations qui nous permettent finalement de juger très directement d'une action de greenwashing ou pas de la part d'une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué parce que, heureusement, la société évolue et que ce soit les clients en B2C ou que ce soit nos clients en B2B, les gens sont de mieux en mieux formés, informés et exigeants. Et finalement, grâce à ce mouvement d'engagement citoyen, on challenge énormément les entreprises qui ne peuvent plus se permettre de faire du greenwashing parce que sinon les consommateurs ne vont plus dans ces entreprises. Et heureusement, je pense que ce mouvement citoyen est en train de transformer profondément les choses et qu'on va aller vers, j'espère, une disparition du greenwashing parce qu'il y a une exigence et parce qu'on ne peut plus faire n'importe quoi.
D'accord. Je pense que tous ces éléments répondent à ta question, Juliette. En tout cas, merci beaucoup. Et vous parliez tout à l'heure de vos collaborateurs et de la culture d'entreprise très axée aussi sur l'aspect RSE, donc encore une fois que ce soit social, sociétal ou environnemental. Est-ce que lors du recrutement, c'est quelque chose que vous cherchez, entre guillemets, et qui soit intrinsèquement lié à la personne, ou alors vous pouvez inculquer ces valeurs via de la formation, via de la culture d'entreprise, ou voilà, les deux paramètres. Comme vous le disiez par exemple, Elisabeth, où chaque personne est très engagée, que ce soit personnellement ou professionnellement. Est-ce qu'entre guillemets, c'est une conséquence de l'environnement ou si c'est vraiment les personnes elles-mêmes naturellement comme ça? Alors, je pense que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire quand on rentre dans une entreprise comme Engie qui affiche une ambition très forte dans la transition énergétique, bien évidemment, vous avez envie de rejoindre cette entreprise parce que vous partagez ces valeurs, vous partagez cet objectif. Donc, je pense que les gens y rentrent déjà parce qu'ils ont ces valeurs et cet engagement environnemental. Et puis ensuite, sans doute que ça se renforce au fur et à mesure des années au sein de l'entreprise parce qu'on travaille énormément à la formation, au coaching, au mentoring des collaborateurs sur tous ces sujets-là, à l'innovation, à l'entrepreneuriat. On est très attentif à développer les initiatives personnelles et collectives qui viennent des salariés, qui ne sont pas forcément au départ des expressions directes de nos patrons, et on essaie vraiment de développer cette fibre et cet engagement au quotidien. Voilà ce que je peux dire. Et pour ce qui est de diversité et inclusion, effectivement, on est très attentif dans nos recrutements à avoir une diversité forte. Déjà, on engage tout type de profil. On est en recherche de profils scientifiques, mais aussi marketing, commerciaux, RH. Et on est surtout aujourd'hui en recherche d'hommes et de femmes qui ont, au-delà de ces hard skills et de ces compétences et de ces formations, des gens qui ont des soft skills qui sont très importantes, des valeurs de bienveillance, une capacité à travailler, à collaborer en groupe, une capacité aussi à convaincre et à, comment dire, transmettre son énergie et son engagement. Et voilà, on cherche des profils qui ont à la fois ces hard skills et ces connaissances, mais aussi des soft skills qui sont importantes aujourd'hui, toujours dans ce monde complexe dans lequel on évolue. D'accord, merci beaucoup. Et pour revenir un peu plus du coup sur l'aspect sociétal avec donc 3 femmes dans l'industrie, est-ce que vous avez pu ressentir certains, j'ai pas envie de dire clichés parce que c'est pas des clichés, mais plutôt des phénomènes comme par exemple le plafond de verre ou quoi que ce soit, parce que vous êtes quand même dans des industries qui sont a priori plus masculins, soit électriciens ou en tout cas via des idées préconçues. Donc comment vous, en tant que femme, vous avez évolué, que ce soit à partir du moment où vous avez intégré la société ou maintenant, si vous avez des conseils justement aux jeunes femmes et même aux jeunes hommes qui nous écoutent actuellement? Moi, je vais rembobiner l'histoire sur déjà pourquoi j'ai décidé de rejoindre l'industrie. Parce que ce qui est intéressant aussi sur se poser la question de l'industrie, c'est que j'ai choisi de rejoindre l'industrie parce que j'étais profondément curieuse et que l'industrie offrait tout un tas d'opportunités de comprendre des choses que je n'avais pas forcément, sur lesquelles je n'avais pas eu forcément l'occasion de me pencher. Si je pars un peu de la casquette Tilty. L'avantage, c'est que en industrie, j'ai eu l'opportunité de voir différents environnements. Le management de l'énergie avec Schneider Electric, le spatial, la défense avec Airbus, le bâtiment avec Hilti. Et dans chacun de ces secteurs, j'ai toujours appris. Tous les domaines n'étaient pas forcément des domaines qui m'auraient fait rêver en ayant 10 ans. Certains oui, d'autres non. Mais ce que j'aime dans l'industrie, c'est justement le fait de pouvoir toujours apprendre. La possibilité, et ça c'est avec Hilti que j'aime beaucoup ça, c'est la possibilité de se dire que par son travail, on peut avoir un impact sur la vie des gens, parce que le bâtiment, c'est un secteur aussi où on va avoir un impact direct sur de nombreuses personnes. Et en venant juste avant le bâtiment de la défense, ça a été un choix aussi de quitter le milieu de la défense pour faire quelque chose qui était plus proche finalement de valeurs personnelles et pouvoir avoir une capacité d'impact. On va dire que la remise en question Covid est aussi passée par là, comme pour beaucoup de monde. Et
j'ai pas envie de dire que j'ai eu un sentiment différent parce que j'étais une femme dans le milieu de l'industrie. Je pense qu'au niveau des chances que j'ai eu les mêmes. Euh, et si j'avais un conseil à donner, c'est celui qu'on m'a donné en début de carrière où, quand j'avais demandé un conseil, on m'avait dit, tu sais, Marie-Sophie, il faut taper à toutes les portes. Au pire, certaines resteront fermées, mais au mieux, certaines s'ouvriront. Donc pour moi, c'est vraiment d'oser, c'est de combattre ce syndrome de l'imposteur. Et je vais être très transparente là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont. Que j'aimerais vous dire qu'avec le temps, ça s'améliore. Non, c'est un combat permanent aussi. Et c'est se dire, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai travaillé parce que j'ai travaillé dur. C'est d'être soi-même et pas d'essayer de jouer un rôle. Il y a un TED Talk qui est très bien et je vais en faire sourire certains, mais c'est un TED Talk qui s'appelle Pourquoi les drug addicts font la même chose que les bons leaders, qui résume que pour réussir dans une carrière, il faut être authentique, être prêt à faire un travail inconfortable et dire ce que l'on veut. Et pour moi, ces trois principes-là dans une carrière, finalement, ça résume pas mal les choses, c'est-à-dire d'oser, d'être soi-même et d'oser aussi se dire par moment que je suis pas moi-même dans une entreprise, c'est peut-être que celle-ci est pas la bonne pour moi. Et je vais rebondir du coup aussi sur ce que vous disiez sur la culture d'entreprise auparavant. La culture d'entreprise, dans un processus de recrutement, ce qu'on va vérifier, du moins au sein d'ILTI, c'est le fait que ce soit pas uniquement l'entreprise qui choisisse le candidat. Mais je pense que ce serait se mentir à nous-mêmes que de se dire aujourd'hui on est dans un monde où on continue dans cette lignée-là. C'est fini le monde où seule l'entreprise choisissait son candidat. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, en tant que rechercheur d'emploi, l'idée c'est que vous avez aussi le choix et c'est aussi à nous en tant qu'entreprise de vous donner envie de nous rejoindre. Et en ça, pour nous, le processus de recrutement, c'est se poser la question de est-ce que chacune des personnes qu'on rencontre va s'épanouir dans la culture d'entreprise. Parce qu'une culture d'entreprise, c'est quelque chose de très riche, mais qui est aussi le fruit de tout un tas d'individualités. Et c'est aussi se dire de est-ce que le collaborateur va s'épanouir dedans et est-ce qu'on va lui apporter aussi quelque chose? Parce que ce serait se mentir que de se dire qu'on est les seuls à servir à la fin. Oui, moi je peux rebondir également. En tant que femme dans l'industrie, moi je crois que en tant qu'ingénieur et quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé les sciences, ça a toujours été finalement une évidence. Je me suis jamais tellement posé la question. J'avais envie de rejoindre l'industrie parce que j'avais envie à un moment donné de contribuer à une vraie transformation, à une industrie qui évolue et finalement avoir un impact en accord avec mes valeurs, hein, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais un message vraiment à passer aux jeunes femmes qui nous écoutent, c'est d'aller vers ce vers quoi elles sont passionnées. Parce que quand on est passionné par son métier, quand on aime ce qu'on fait, même quand il y a des moments difficiles, et on se le cache pas, hein, moi j'étais la seule femme manager d'une équipe d'hommes qui avait 10 ou 15 ans de plus que moi. Donc à un moment, on est un petit peu bizuté, il faut faire ses preuves, il faut s'imposer aussi parfois, mais après ça se passe très très bien. Et donc dans des moments où ça peut être compliqué, quand on reste passionné, quand on reste engagé, quand on est droit dans ses bottes et dans ses valeurs quelque part, ben ça nous donne l'énergie d'affronter les challenges. Et donc vraiment, c'est ce conseil-là. Si elles sont passionnées par un sujet, ben, allez dans ces métiers-là, osez le faire. Et moi, je le vois au sein de la DRH, les femmes se mettent beaucoup de barrières. Finalement, l'entreprise ne met pas tant de barrières que ça. Hein. C'est les femmes, tout d'abord, qui se mettent ces barrières-là. Et je peux donner un exemple concret. Quand on publie un poste, un homme, s'il coche à peine 40% des compétences qu'on va lui demander, il se pose pas de questions, il fonce, il va candidater. Je vois Marie-Sophie qui a fait la tête, tu confirmeras. Une femme, elle va attendre de cocher 80-90% des cases avant d'oser candidater et on se met des barrières. Donc, mesdames, osez, comme le disait Marie-Sophie, osez aller taper des portes, osez contacter des gens. Au pire, ils vous répondront pas. Et puis surtout, osez aller jusqu'au bout de vos rêves. S'il y a un poste qui vous fait rêver, ben, candidatez. Et vous ne posez pas autant de questions. Et je confirme aussi ce que dit Marie-Sophie. Malheureusement, ces barrières, on se les met à tout âge. Moi, après 18 ans de carrière, je continue aussi à me les mettre. Et donc, à un moment donné, il faut prendre du recul et se dire non, j'ai envie d'aller là. Et donc j'ose le faire. Voilà, c'est le plus grand conseil que je peux donner à vous, mesdames, qui allez rentrer dans le monde du travail.
dans votre carrière. Je rajouterai juste un petit point, et à vous messieurs aussi, parce que dans l'industrie, il y a aussi des fonctions qui sont plus féminines que d'autres. Étant moi-même dans la fonction RH, on a beaucoup plus généralement de femmes que d'hommes dans la fonction RH. Donc ne pas se mettre de barrière non plus, ne pas se mettre d'œillères, et réfléchir aussi à l'éventualité de l'ensemble des métiers. Parce que c'est pas parce qu'un métier est vu comme plus féminin ou plus masculin que tout n'est pas possible. C'est vous qui décidez finalement ce que vous avez envie de faire. Merci beaucoup. Le maître mot, oser, si on doit redire quelque chose. Et j'avais une question aussi par rapport au fait que vous ayez tous des parcours différents, donc avec des profils plus ingénieurs et plus commercial, et en même temps vous avez pu étudier ou même travailler à l'étranger. Est-ce qu'il y avait des cultures au sujet de la place de la femme ou l'aspect sociétal en général que vous avez pu observer qui étaient différentes en fonction soit de la zone géographique, soit du groupe dans lequel vous étiez, pardon. Ou si vous avez des retours d'expérience ou un endroit où vous êtes senti peut-être plus à l'aise ou plus poussé aussi. Parce qu'évidemment, ça compte, comme vous disiez, on se met nous-mêmes des barrières, mais il y a aussi parfois des entreprises qui sont moins axées là-dessus, ce qui est une réalité. Alors moi, je travaille avec pratiquement tous les continents aujourd'hui au sein d'Engie University, avec des gens qui viennent d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Inde. Et notamment, je suis très investie dans un groupe qui s'appelle WIN, qui est Women in Networking, qui est le groupe des femmes au sein d'Engie. Donc moi, je suis marraine d'un groupe d'une quinzaine de femmes, et donc et de tous les profils et de toutes les nationalités, et on échange finalement sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans un monde industriel. Et moi, je me rends compte que quelle que soit la culture, le background, les origines, on se pose toutes les mêmes questions sur finalement c'est quoi le sens qu'on a envie de donner à notre travail. C'est quoi le leadership en tant que femme, comment on peut impulser à notre manière en tant que femme finalement des actions et un engagement auprès de nos équipes et des collaborateurs, et quelque part on se met à peu près les mêmes barrières aussi quelle que soit notre culture. Donc je pense que c'est assez universel, et c'est d'autant plus important finalement d'accompagner les femmes partout dans le monde, quel que soit leur background, parce que c'est assez simple finalement de décoder ces barrières et d'arriver à les lever, parce qu'elles sont assez universelles quelque part. Très bien, merci. Je suis complètement alignée. Pour compléter, je pense que je suis complètement alignée. Je pense que moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans mon parcours, en ayant travaillé, et là, ça va être plus la vision ressources humaines, donc en ayant travaillé dans des départements ressources humaines dans différents pays, je pense que ça va être la place et l'avant-gardisme de certains pays par moment sur l'inclusion et la diversité. J'ai eu la chance de pouvoir travailler aux États-Unis pendant quelques années où les challenges sont pas les mêmes. Le droit du travail n'a pas un poids aussi lourd, on va dire, aux États-Unis qu'il n'en a en France, ce qui veut dire que le challenge RH, ça va pas être finalement de recruter les bonnes personnes parce que derrière, on a toute une carrière à continuer, mais ça va être aussi de les garder. Et ça a été ça depuis très longtemps, d'où le fait que on ait tout le sujet de l'engagement, tout le sujet de la diversité, tout le sujet de l'inclusion. C'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment, en allant aux États-Unis il y a 10 ans, que c'était déjà les sujets qui étaient des sujets prioritaires. Là où, en rentrant en Europe, j'ai senti qu'on avait par moment un wagon un petit peu de retard. Mais à force de travail et avec des gens engagés, passionnés par ce sujet-là, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est aussi grâce à des entreprises qui vont tenter des choses. Alors parfois, ce sera plus facile que d'autres moments, mais je vais dire que la principale différence, c'était plus cet aspect-là, mais parce que c'est aussi lié à une culture qui est différente, à un contexte social qui est différent et à un système qui est complètement différent. Super. On a une question de Kissy qui nous dit « Pouvez-vous me dire si l'âge a un impact sur la demande d'emploi en France pour les étrangers ? J'ai 37 ans cette année et je ne parle pas très bien français. » Donc, si vous voulez, je vais vous écrire la réponse pour que ce soit plus facile pour qu'elle comprenne. Parce que si l'âge a un impact sur la demande d'emploi en France pour les étrangers, j'ai 37 ans cette année. Ok. Je pense qu'est-ce qu'on a peut-être plus de crédibilité en tant que femme à partir d'un certain âge? Je ne sais pas si ça peut être bien la question.
Pour moi, l'âge, en fait, je pense qu'il faut de manière générale se détacher de tout ça, se détacher du fait qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on soit, je suis désolée, je facilite pas la réponse, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel milieu social, ça c'est des barrières qu'on se met à soi-même. Et je pense qu'il y a un moment donné, une entreprise qu'elle recherche, c'est de pas avoir que des clones. Et la diversité, c'est ça. C'est ne pas avoir que des clones, avoir des personnes qui soient suffisamment différentes et avoir un environnement d'entreprise où on arrive à faire fonctionner cette diversité ensemble. Et pour moi, le plus important, c'est l'inclusion. C'est comment on arrive justement à prendre toute cette diversité et à en sortir le meilleur. C'est comme dans une recette de cuisine où c'est pas parce que vous mettez 2 ingrédients extra bons ensemble que ça va aller hyper bien ensemble. Non, c'est comment on s'assure d'avoir une recette de cuisine qui va sublimer chacun des ingrédients. Et la diversité et l'inclusion, c'est ça. Donc pour moi, la réponse à la question, c'est non, il n'y a pas de barrière par rapport à l'âge, il n'y a pas de barrière sur le fait de pas forcément avoir un français parfait. J'ai envie de dire, c'est plus facile d'apprendre le français que certains soft skills, comme on en parlait tout à l'heure. Et du coup, la barrière, il faut pas se la mettre. Donc encore une fois, on en revient au oser. Et puis Elisabeth le disait tout à l'heure aussi, ce qui compte en fait, c'est de cibler une entreprise dans laquelle on va se sentir confortable, qui va répondre à nos attentes, que ce soit en termes de perspective d'évolution, qu'en termes de mission. Donc je pense que le ciblage, il est plus à faire en ce sens, plutôt que de se mettre des barrières à regarder l'âge, la religion, la nationalité, peu importe. Et comme l'a bien dit Marie-Sophie, en effet, les soft skills, c'est clair que ça s'apprend pas. Donc voilà. Ouais, moi je partage la vraie question à se poser, c'est pas j'ai 37 ans et est-ce que je parle bien français, etc. C'est Qu'est-ce qu'on finalement veut faire? qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise par ma personnalité qui est unique et par l'expérience que j'ai pu acquérir auparavant. Voilà. Et tout en rajoutant que l'expérience, quand on parle d'expérience, c'est pas que de l'expérience professionnelle, c'est tout son bagage, c'est son éducation, c'est d'où on vient, c'est ce qu'on a appris. Et il faut aussi avoir conscience qu'un travail reste un travail et qu'on ne peut pas tout apprendre dans un travail. Et que parfois, ça va être les expériences personnelles qu'on va avoir à côté qui vont nous donner des billes pour justement décrocher le job de ses rêves derrière. J'essaie de synthétiser rapidement. J'espère que ça t'aidera, Kissy, de le lire. Mais c'est pas mal pour voir si on a été à peu près clair. Tu vois. Vous étiez rapide, mais j'essaie de vous suivre. Je ne sais pas si elle aura le temps de lire et de réagir. Je vois que Nida est aussi en train d'écrire une question. Ok. Ouf. Ça va, merci beaucoup en tout cas pour les conseils. Et c'est vrai que nous, on est beaucoup influencés entre guillemets par la culture, les séries, tout ça, où on voit un petit peu, il y a quand même beaucoup de phénomènes de société qui sont décriés. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Bombshell, où c'était un plateau de télé aux États-Unis. Donc, on voyait en fait les inégalités par rapport aux femmes, où en fait on voyait qu'il y avait un plafond de verre, mais aussi une paroi de verre en fait, où les femmes avaient plus des fonctions support que des fonctions stratégiques dans les entreprises. Donc, c'est ce que vous disiez, Elisabeth, où votre objectif est d'atteindre le 50-50. Et aujourd'hui, est-ce que vous, dans vos entreprises, vous sentez encore un petit peu cette paroi de verre où vraiment c'est entre guillemets libre? Parce qu'on sait qu'il ne faut pas se mettre de barrière soi-même, mais il y a quand même des réalités qui existent. Personnellement, moi, je le sens pas. Je le sens pas pour deux choses parce que en arrivant chez Hilti, et encore une fois, je suis arrivée il y a quelques mois, hein, donc ça fait pas non plus 7 ans ou plus de 10 ans que je suis chez Hilti, hein, mais en arrivant chez Hilti, et c'est ce qui m'a séduit aussi, parce que l'avantage en tant que en ressources humaines, c'est qu'on peut on peut bosser n'importe où. Il s'agit vraiment d'être en adéquation avec la culture et les valeurs de l'entreprise. Et un des premiers objectifs qu'on m'a dit, c'est, tu sais, Marie-Sophie, la diversité dans la société, il y a 50% de femmes, il y a 50% d'hommes. On comprend pas pourquoi on n'y est pas encore. Ok, on est à 30% de femmes, ce qui est bien,
considérant le domaine dans lequel on est, parce que c'est un milieu qui historiquement est plus masculin. Maintenant, on a encore du boulot et c'est ce qu'on veut atteindre. Et finalement, en fait, moi, j'ai plus ressenti ça. J'ai plus ressenti OK, on a identifié qu'il y avait un problème. On l'a identifié. On a passé le déni parce que il faut pas se cacher que pendant très longtemps, je pense que on n'a pas voulu l'entendre non plus. Donc on a passé le déni et maintenant qu'on a passé le déni, bah il faut qu'on s'y mette. Donc on a commencé à s'y mettre avec Hilti il y a quelques années, avant que je rejoigne tout le monde. On le fait, mais on le prend de manière plus large. Donc on a fait tout un travail sur les femmes, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est la diversité en général et pas que les femmes, parce que finalement, c'est encore une fois se poser la question d'avoir une équipe diverse. Et par rapport à ça, on s'est posé la question de finalement quels étaient les différents points de blocage. Donc, il va y avoir toute la partie de savoir accompagner la diversité. Donc, pour ça, on va avoir tout un tas de formations pour pouvoir accompagner la diversité, que ce soit la diversité homme-femme ou autre, pour pouvoir prendre connaissance de ses biais, de ses préjugés et de s'en détacher, parce que c'est une part importante aussi et on en a tous. Et je vous invite tous aussi à réfléchir à tout ça, parce qu'en fait, peu importe peu importe où on en est aujourd'hui, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, on a tous des biais par rapport à un certain type de diversité. Et c'est important d'en avoir conscience. Donc, c'est en avoir conscience pour pouvoir les combattre. C'est pour nos managers, et on a 90% de nos managers qui avaient suivi cette formation en 2020, le reste en 2021, qui a fait une formation sur comment manager de manière inclusive pour pouvoir justement interagir dans un environnement où on a tout un tas de profils différents et qui se complètent. C'est des groupes de collaborateurs qui vont sensibiliser et proposer des propositions concrètes face à la diversité, mais ça va être aussi continuer dans notre recrutement de femmes. Ça va être continuer à pousser les femmes dans des positions managériales. Aujourd'hui, on est à 12% de femmes promues versus 9% concernant les hommes. Alors ça paraît pas grand-chose, mais en même temps, dans une entreprise du bâtiment, il faut aussi qu'on avance et c'est quand même un beau chiffre, donc on avance beaucoup. C'est la reconnaissance au quotidien, c'est favoriser l'équilibre vie pro-vie perso. Comment on s'assure que une femme ou un homme puisse se libérer pour aller à la réunion parents-prof, aller chercher ses enfants à l'école. Comment on s'assure que chaque papa ait envie de prendre son congé de paternité aussi pour pouvoir rétablir l'équilibre dans le couple. C'est mettre en place une charte managériale où en fait on a mis en place une charte qui demande au manager de ne pas envoyer d'emails ou de ne pas appeler les collaborateurs avant une certaine heure et après une certaine heure pour s'assurer que tout le monde puisse avoir cet équilibre-là et avoir une vie personnelle épanouie. C'est le flex working, c'est le télétravail. Et après, c'est des choses plus concrètes comme le maintien du salaire à 100% pendant des congés maternité-paternité, une mutuelle prise en charge à 100%, et l'aide, par exemple, dans l'abondement des chèques emploi services universels pour pouvoir avoir de l'aide à la maison. Et ça va être des petites actions concrètes qui peuvent avoir un impact réel aussi. Et ça va être réfléchir toujours plus loin sur comment on s'assure qu'on est à la page pour demain aussi. Et j'ai beaucoup trop parlé de nouveau, donc je vous laisse complètement la main. Je sais pas si Émilie ou Elisabeth voulaient rebondir. Oui, moi, je veux bien compléter. Hein. Je partage tout ce qui a été dit. Hein. Je pense que les actions au sein de l'entreprise, elles sont cruciales en termes de formation, d'éducation, de travail sur les biais, parce qu'on a tous des biais, voilà, et on s'en rend pas toujours compte. Mais au-delà de ça, moi, je trouve déjà que, alors moi, j'ai rejoint le monde de l'entreprise en 2003. Je trouve que les mentalités ont énormément évolué. Moi, je trouve que les entreprises sont beaucoup plus inclusives, beaucoup plus diverses qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, je trouve qu'on a fait vraiment, et je le ressens en tant que femme, d'énormes progrès. Nous, on a cette fierté aussi d'avoir à la tête de notre entreprise Catherine McGregor, qui est la seule femme leader du CAC 40. Et mine de rien, ça a son importance parce que c'est pour beaucoup de femmes dans le groupe finalement un rôle modèle et on peut voilà, se projeter dans une carrière
qui peut mener très loin grâce à Catherine McGregor. Et plus largement, je pense qu'aujourd'hui, le problème, il se situe plus vraiment dans les entreprises. Il se situe finalement dès le début, puisqu'on est sur le thème femmes et entreprises, je vais parler des femmes. Hein. Pour moi, dès le début, dans l'éducation, dans la scolarité, moi, quand j'étais petite fille et scientifique, la seule femme dans les manuels scolaires que j'ai pu voir, c'était Marie Curie. Et puis en plus, très souvent, c'était Marie et Pierre Curie. Voilà, comment les petites filles peuvent-elles s'identifier dans des métiers qui soient scientifiques, techniques, etc., quand dans les manuels scolaires, on a éludé depuis des siècles toutes les femmes qui ont réussi dans l'informatique, le digital, la médecine, les sciences. Ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, la société et le gouvernement a un rôle très, très fort à jouer là-dessus. Et si je prends aussi les médias, aujourd'hui, si je prends la conquête spatiale, on entend énormément parler de Thomas Pesquet du matin au soir. Et d'ailleurs, c'est un très bon communicant et ça enlève rien. Il avait une copilote qui est Megan McArthur, qui est beaucoup plus diplômée, compétente, qui est allée beaucoup plus loin que lui dans l'espace. Combien de fois avez-vous entendu parler de Megan McArthur? Voilà. Et donc, les médias, l'éducation, on a des rôles à jouer. Parce que arriver en entreprise, finalement, tout est déjà fait, les biais sont construits, les barrières que se mettent les femmes, ils sont établies depuis l'enfance. Et on arrive à une société où finalement, même si l'entreprise joue son rôle, c'est presque déjà trop tard. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, bien au-delà du rôle joué par les entreprises. Après, oui, je vais terminer dans ce cas. Une petite phrase rapidement. Donc, du coup, moi, ça fait un moment que je suis dans la même entreprise. J'ai pas eu forcément d'expérience longue dans d'autres. Donc, en termes de comparaison, je sais pas si je suis très objective, mais en tout cas, je suis dans un bel exemple. J'ai pu à la fois être au marketing, sur le terrain, la partie formation. J'ai jamais ressenti ni même observé des différences en termes de management, que ce soit homme, femme. Vraiment, peu importe la personne, elle est traitée de manière voilà, individuelle. Et tant mieux, on a dit donc que c'était pour assurer une bonne inclusion, etc. et faire quelque chose de fort ensemble pour atteindre nos objectifs. Mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'on soit capable de donner la confiance à toutes les femmes qui nous entourent. Donc, c'est de la responsabilité de chacun en disant, mais c'est possible, on l'a dit tout à l'heure, il faut oser. Et ça passe par nous en premier. Donc oui, en effet, on a les médias qui nous aident pas forcément à faire mieux. C'est pour ça que je pense que le meilleur moyen, c'est de compter sur nous-mêmes, d'abord, et puis de rassurer. Tout va bien se passer. On a les mêmes chances que d'autres. Et vraiment, la détermination, l'ambition et le travail, c'est les clés du succès. Voilà. Et ne pas oublier que même si les médias et que on nous aide pas nécessairement, tout un tas de femmes ont réussi dans le passé, sachant qu'elles avaient bien moins d'opportunités de réussir que nous. Donc, tout est à construire et j'ai envie de dire, le monde de demain, c'est aussi à vous de le construire et de montrer qu'on a notre place et qu'elle est bien méritée. Très bien. Je pense que vous avez un peu répondu à ma prochaine question qui était comment vous pensez qu'on peut inciter justement des jeunes femmes à se diriger vers ce genre de secteur, donc l'industrie, qui peut premièrement justement un peu repousser où on n'a pas une idée claire. Donc au-delà peut-être de l'éducation ou simplement des propres biais, est-ce que ça passe par de la formation au sein des boîtes? Est-ce que ça passe en fait déjà dès le début juste par l'éducation ou d'autres facteurs? C'est des journées. Ouais, vas-y, Émilie. Non, je pensais juste déjà au temps qu'on passe aujourd'hui, consacré à ce sujet. Je trouve que c'est une super opportunité pour tout le monde d'apporter de la visibilité, de dire ok, on arrête de se mettre des barrières et puis on avance. Donc ça c'est la première chose. Et après, pour encourager donc des femmes à sauter le pas, c'est tout simplement, pour le coup, ça y servent, c'est les réseaux sociaux, à se rapprocher des femmes qui sont dans l'industrie, aller vers elles pour leur poser des questions et engager voilà une discussion. Et bien sûr qu'elles seront ouvertes. Et nous, on est les ambassadrices notamment, voilà, pour donner confiance. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, moi, du coup, j'ai envie de parler d'une association dans laquelle
On est de nombreuses collaboratrices au sein d'Engie à y participer. C'est l'association Elle Bouge, qui a pour objectif effectivement d'accompagner les jeunes filles au collège et au lycée dans leur réflexion pour aller vers des métiers techniques, technologiques, scientifiques. Et donc, on est marraine de jeunes filles, on intervient dans des conférences d'orientation au collège et au lycée. Et l'objectif, c'est de répondre à leurs questions et de témoigner en tant que femme de nos carrières dans l'industrie, de notre capacité à s'épanouir, à y prendre du plaisir, à avoir réussi et d'être, comme je le disais quelque part, voilà, modestement à notre niveau, mais des rôles modèles pour la future génération. Et c'est une très belle association. Si vous avez envie d'ailleurs de rejoindre l'association, vous trouverez le site internet Elle Bouge. Je vais le marquer dans le... C'est noté. Ellebouge.fr. Je rajouterais que l'avantage de l'industrie, c'est que c'est hyper varié, que ça passe par tout un tas de domaines, et c'est ça le gros avantage de l'industrie, c'est que ça permet d'apprendre des choses sur lesquelles on va pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu l'opportunité du coup en Angleterre de travailler sur des populations qui construisaient des satellites. Est-ce que dans ma vie, j'aurais imaginé quand j'étais sur les bancs de cage que j'allais voir un satellite en vrai et être la RH de ces équipes? Pas nécessairement. Mais c'est aussi l'industrie et de croire un peu en mes rêves qui a fait que j'ai pu arriver là. C'est d'être curieuse à propos des produits, c'est d'avoir envie d'apprendre des choses différentes, parce que vous allez avoir un stade. Alors, je sais que ça semble assez dingue quand on est encore en études, mais à un moment donné, votre job, vous le connaîtrez très bien. Et c'est aussi se dire, vous aurez, grâce au secteur d'activité, d'autres opportunités d'apprendre et de grandir. Et moi, l'industrie, elle m'a permis ça. Et c'est ça que je trouve passionnant, sachant que c'est hyper large et que ça peut être aussi bien du spatial que du bâtiment, que de la défense, que du management de l'énergie, que du développement durable. C'est hyper varié et on n'a pas besoin de venir de cet environnement-là pour arriver dans l'industrie. Moi, j'ai personne qui était dans l'industrie autour de moi. J'y suis allée par pure curiosité. Donc, c'est encore une fois, l'industrie, c'est de la curiosité, c'est avoir envie d'apprendre. Il n'y a pas besoin d'être pistonné, il n'y a pas besoin, y a pas besoin d'avoir fait tout un tas d'études hyper techniques pour comprendre tous les sujets. Justement, la beauté de l'industrie, c'est que vous allez pouvoir apprendre des trucs que vous n'aurez jamais cru apprendre dans votre vie. Et pour le moment, il y a tellement peu de femmes en plus dans ce domaine que justement on fait la différence. Et on voit encore plus nos forces, nos qualités en tant que femmes. Donc il faut vraiment faire de notre féminité une force. Bien noté. Et j'avais une dernière question, faut que j'articule pour ma part. On parle souvent de la compétitivité entre hommes et femmes, mais il y a aussi une forte compétition entre les femmes qu'on ressent à plusieurs niveaux. Et après, moi, encore une fois, j'ai pas encore intégré le monde dans l'entreprise, donc c'est simplement à ma petite échelle que je le vois. Mais est-ce que vous auriez des conseils à ce niveau-là, ou est-ce que vous le ressentez, justement, parce que j'imagine que ça dépend aussi des cultures d'entreprise? Pour être complètement transparente, je l'ai ressenti dans le passé. Pas actuellement, mais je l'ai ressenti dans le passé. J'imagine. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que un des gros problèmes de la diversité, il commence par nous. C'est-à-dire que on parle beaucoup de oui, mais j'ai pas les mêmes opportunités que les hommes, et je vais faire exprès d'en faire des tonnes. Mais finalement, on n'est pas foutu par moment d'être contente pour notre collègue qui réussit là où on a échoué. Et je pense que c'est comme tout, en fait, il faut arrêter de se soucier de l'opinion des autres. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Concentrez-vous là-dessus, travaillez pour. C'est quoi votre rêve? C'est quoi qui vous donne des papillons au ventre? Concentrez-vous là-dessus. Les autres, ils feront leur bout de chemin. Mais ils viendront pas du même endroit que vous, ils auront pas le même parcours que vous, et peut-être qu'ils réussiront sur certaines choses, vous vous planterez, et l'inverse. Donc, je pense que chaque parcours est différent, et si on veut réussir ensemble, et si on veut avoir un impact d'un point de vue diversité, d'un point de vue place de la femme, il faut qu'on soit ensemble et pas contre les unes versus les autres.
Très bien. Oui, pour compléter, moi je pense que la compétition, elle n'est pas liée au fait d'être un homme ou une femme, hein, elle est liée plutôt à la personnalité des gens qui sont autour de vous, mais elle est surtout liée finalement aux conditions managériales des équipes. Hein. Et avoir un leader inclusif, c'est extrêmement important. On a été pendant très longtemps objectivé au sein d'une entreprise sur des objectifs individuels hein, qui du coup poussaient à la performance individuelle. Aujourd'hui, chez Engie, à l'échelle de chaque équipe, on a des objectifs collectifs qui sont beaucoup plus forts, qui pèsent beaucoup plus lourd dans la balance que les objectifs individuels. Et ça permet d'éliminer cet esprit de compétitivité et quelque part, j'ai envie de dire, de ramer tous dans la même direction à l'atteinte d'un objectif collectif. Et donc finalement, ce qui est assez crucial dans nos entreprises, c'est de trouver des managers et de leaders qui sont aujourd'hui dans cet objectif de collaboration, de créer un collectif fort et solidaire. Et c'est ça, quelque part, qui donne vraiment l'impulsion au sein d'une entreprise et qui va, du coup, quelque part, éteindre un petit peu les individualités qui sont fortes, parce qu'il y a des gens hein, qui restent très compétiteurs et très individuels, mais noyés finalement dans un collectif très fort, bah, ces personnalités ne s'expriment plus et on arrive à avoir des équipes performantes qui vont toutes dans la même direction. D'accord, merci beaucoup. Et je vais vous poser la question de Kissy qui dit: je souhaite demander des stages pour les étudiants MBA qui ne parlent que l'anglais. Y a-t-il une plateforme pour nous? Le site carrière, donc sur ILT Group, et je vous mets le lien directement dans le chat derrière. Vous allez avoir un site carrière avec l'ensemble des opportunités dans le monde. Ça va être quelque chose qu'il va falloir regarder régulièrement parce que bien sûr, le site carrière évolue et ça va dépendre des opportunités. On a des opportunités qui vont être en France, on va avoir des opportunités qui vont être à l'étranger, on va avoir des opportunités en France en anglais, puisqu'on a toute une équipe aussi de marketing digital qui est basée également en France, où la majorité des équipes sont des personnes qui viennent du monde entier. Mais ça commence par le site carrière. Et pour faire une petite passe sur le processus de recrutement, si vous êtes intéressé, une fois que vous avez postulé, l'idée c'est que chacun de nos recruteurs étudie chacune des candidatures, vont étudier justement cette capacité à matcher avec la culture d'entreprise, par rapport aussi aux besoins des équipes, c'est-à-dire qu'un besoin aujourd'hui versus un besoin dans 10 mois, ou dans une équipe différente va pas forcément être le même. Donc l'idée c'est comment on s'assure d'avoir une équipe diverse et complète. Donc on va étudier votre profil par rapport à ça. Si votre profil nous plaît, mais que c'est pas pour la bonne opportunité, on va le garder de côté avec votre accord, bien entendu, pour pouvoir vous recontacter quand on a aussi une opportunité qui peut matcher avec le besoin. Si pour cette opportunité c'est bon, on enchaîne ensuite sur 2 entretiens, un avec le recruteur, puis un avec le manager pour le poste. Généralement, c'est à plusieurs personnes. Et enfin, on termine avec ce qu'on appelle pour le terrain, du moins, une tournée conjointe, c'est-à-dire un vie-ma-vie d'une demi-journée ou d'une journée, où vous avez l'opportunité de partager le quotidien d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour voir à quoi ressemble le métier, et ce qui peut, pour s'assurer que il n'y a pas de fausses promesses et que chacun a envie de rejoindre, de donner son coup de tampon versus l'autre, le candidat envers l'entreprise et l'entreprise envers le candidat. Si je le fais très rapidement, c'est ce que ça donne. Donc, je vous mets le lien du site carrière dans le chat de ce pas. Merci beaucoup. Et côté Engie, on a le site carrière aussi, engie.com, où vous y trouvez toutes les offres CDI, CDD, stage alternance. Le groupe Engie, pour vous donner quelques chiffres, cette année a embauché 30 000 personnes dans le monde, dont 11 000 en France. Pour la population qui vous concerne en sortie d'école, on a embauché cette année 2000 jeunes diplômés en CDI et 5000 alternants. Et à aucun moment pendant la crise Covid, on a gelé ces embauches de jeunes sortis d'école et de l'alternance, parce qu'on pense que c'est extrêmement important dans sa carrière de pouvoir démarrer, quel que soit le contexte et la crise. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller sur engie.com régulièrement, à voir les offres. Il y a des offres dans tous les pays, et quand on parle que anglais, on peut travailler également dans tous les pays, y compris en France, puisqu'on a des équipes internationales qui travaillent en France. Voilà. Super. Je ne sais pas si on a d'autres questions.
Mais en attendant, est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin? Que ce soit, vous avez donné déjà beaucoup de conseils, mais peut-être un dernier petit mot, un dernier petit conseil auquel vous pouvez penser sur ce dont on a parlé ou autre chose. Parce que je pense que le principal conseil, c'est d'oser. On l'a bien enregistré, c'est assez précieux. Pour moi, le mot de la fin, ce serait de dire que on travaille avec Kedge depuis de nombreuses années en tant qu'entreprise, depuis 2011. On a recruté plus de 200 Kedgers et je laisserai les chiffres parler d'eux-mêmes de nouveau. Plus de 200 Kedgers à date et chaque année, on continue. On recrute sur tout un tas de postes différents, donc que ce soit la vente, le marketing, la finance, la logistique, la com, les RH qui vous donnent des papillons au ventre. Tentez votre chance. Venez oser avec nous pour vivre l'expérience ILTI. Encore une fois, nous, c'est vraiment se concentrer sur la bienveillance, l'authenticité et avoir une culture d'entreprise qui est forte. Donc, je pense que c'est ce mot-là que je dirais au sein de l'entreprise. Et en tant que femme dans l'industrie, je dirais on est plus fort ensemble. Donc arrêtons de uniquement se regarder le nombril en tant que femme, mais allons-y ensemble avec nos partenaires masculins pour faire de la diversité un vrai sujet à tous les niveaux. Et je pense que c'est donnons-nous ensemble les moyens de réussir. Merci beaucoup. On va partir avec plein de beaux conseils et ça détruit certains mythes dont on entend beaucoup parler avant même d'intégrer l'aspect professionnel de nos carrières. Donc, merci beaucoup. Ouais, moi, je dirais côté Angie que finalement, pour tous les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez une envie de force de contribuer aux enjeux environnementaux et à la transformation du monde de l'énergie, on sera ravis de vous accueillir. On est à la recherche de profils engagés, audacieux, inventifs. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler et à nous rejoindre. Je pense qu'une carrière aujourd'hui, elle est plus linéaire, elle est pleine de rebondissements. On peut faire des virages, des changements. Donc ne vous mettez pas trop de pression sur le début de votre carrière. Vous ne pouvez pas anticiper tout ce qui va se passer. Donc je pense que le plus important, c'est d'être en accord avec ses valeurs et d'être passionné par son travail et d'y prendre du plaisir parce qu'on va encore travailler très longtemps. Donc c'est extrêmement important. Et en tant que femme, effectivement, oser ne pas se mettre de barrières et être convaincue que parce qu'on est une femme et que du coup on pense différemment, voilà, on peut apporter énormément au sein d'une entreprise et au sein de la société et plus largement parce qu'on a besoin de cette diversité du mode de pensée et des fonctionnements. Donc voilà, au-delà d'être une femme, c'est aussi sa capacité à être quelqu'un d'unique avec ses valeurs, ses façons de penser et toute son expérience. Ça marche. Écoutez, mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci pour vos conseils et votre honnêteté, parce que c'est pas des discours qu'on entend tout le temps où on peut facilement avoir des anecdotes ou des retours assez négatifs. Donc, en tout cas, merci, parce qu'en tant que femme, moi, ça me rebooste. Donc, voilà, merci beaucoup. Et je pense que je parle au nom de tout le monde qui sont en train de vous remercier actuellement. Et voilà, merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci à vous tous. Pardon. Génial. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.